Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Grande Analyse. Cette émission qui vous amène au cœur de l'actualité politique, sportive et pourquoi pas sur le plan économique. Aujourd'hui, cette émission est consacrée sur l'économie de la République démocratique du Congo, 65 ans après l'indépendance. Est-ce que l'économie de la RDC a évolué, a régressé ou a stagné? C'est dont il s'agira au cours de cette émission. Nous allons en parler avec M. Rigen Moufaoumé. Il est économiste de formation et chercheur pour des questions de politique publique et fonctionnaire de l'État. Avec lui, nous allons décortiquer l'économie de la République démocratique du Congo. Bonjour M. Rigen. Bonjour M. Alain. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. 65 ans après l'indépendance, que pouvons-nous dire de l'économie de la République démocratique du Congo? Elle a régressé, elle a avancé ou elle a stagné? Non, l'économie de la RDC, donc d'abord pour commencer, je vous salue. Et je salue également le membre qui compose votre staff. J'ai saisi également l'opportunité pour saluer les nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Pour répondre à la question, je dirais que l'économie congolaise a régressé. Elle a régressé tout simplement parce que quand vous analysez la structure qui compose l'économie de la RDC, vous allez vous rendre compte qu'elle est faite de plusieurs contraintes majeures. Il y a la contrainte de la production, liée à la production, c'est-à-dire quand vous égalisez l'offre et la demande de l'économie congolaise, vous vous rendez compte que où vous allez arriver à une solution selon laquelle le Congolais consomme de biens qui ne produisent pas et produisent des biens qui ne consomment pas. Okay. Donc, par exemple, là, si je parle de la production, je vois la production qui influence la croissance économique, donc la production minière. Le coltan que nous produisons ici, ou les diamants, ou le cuivre, ou l'or, nous exportons tous ces minéraux à l'état brut, pour que les autres pays du monde puissent le transformer et au finish également distribuer d'abord là-bas et puis ça va nous revenir ici. Donc je peux dire il y a également la contrainte liée à l'infrastructure. Quand vous regardez la structure d'économie sur le plan de l'infrastructure, vous allez vous rendre compte que le pays l'économie n'est pas, comment dirais-je, interconnectée. C'est-à-dire entre les villes, entre les provinces, les villes, les territoires et même les chefferies. D'ailleurs, même l'exemple plus patent, je peux dire, si vous avez quelqu'un qui fait son agriculture vers Lemba Imbu ou bien à Njili Brasserie, il doit réfléchir à 3 à 4 reprises pour aller écouler cette production. Par exemple, à pompage. Tout ça pourquoi? Parce que les infrastructures sont en piteux état. Donc on n'a pas de route, on n'a pas de chemin de fer, on n'a pas de locomotives. Là où il y a des chemins de fer, il n'y a pas de locomotives. Là où il y a des locomotives, on n'a pas de chemin de fer. Alors la passerelle naturelle que le bon Dieu nous a donnée, qui est le fleuve Congo, qui commence depuis le Lualaba, qui monte jusqu'au Congo central, on n'a pas de bateau, on n'a pas de paquebot. Donc ce qui fait que le peu de production, la production locale que les Congolais produisent, on n'arrive pas à les faire, comment dirais-je, ramener dans des centres de consommation, des centres urbains pour la consommation. Et puis il y a la contrainte liée à l'énergie. Nous sommes en train de passer cette émission sans électricité. Donc 20% seulement des Congolais ont accès à l'électricité. Alors, je ne pense pas qu'on peut parler d'industrialisation sans électricité. Et puis la dernière contrainte qui est la contrainte qui bloque le développement du pays, c'est la contrainte sécuritaire.
depuis 1960, le pays traverse de moments de turbulence, des conflits armés qui est également fomenté par des politiciens. Ça, il faut le dire. Alors, toutes ces contraintes-là, la contrainte politique fait fuir l'investisseur. Fait fuir l'investisseur parce que c'est lui qui amène le capital, qui investit, et en investissant, il fait baisser le taux de chômage. Parce que les gens qui ont conçu la science économique, que ce soit les classiques, les néoclassiques et même les gens qui ont pensé également à la nouvelle macroéconomique, tous ont arrivé à une même idée pour dire que ce qui fait la richesse de la nation, c'est le travail. Or, ce travail, normalement, pour qu'il y ait travail, normalement, il faut qu'il y ait un capital. Le capital, là, c'est l'investisseur ou l'entrepreneur qui l'amène. Mais il va l'amener ça par rapport à l'environnement. S'il y a comment on appelle ça, un calme qui règne, parce que l'économie n'aime pas les bruits, il va venir s'installer. En s'installant, il va créer des emplois et puis le taux de chômage va baisser. Donc, l'économie congolaise n'a pas du tout évolué, a plutôt régressé. Alors, les téléspectateurs qui vous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de quand on parle d'un tissu économique? C'est quoi le tissu économique? Qu'est-ce qui compose le tissu économique? Oui, le tissu économique, en économie, on voit tout simplement les différents paramètres dont je viens d'expliquer ici. Oui. Le tissu économique, on peut la définir comme étant l'ensemble des structures qui caractérisent une économie. Une économie prospère, c'est une économie d'abord où vous trouverez la paix qui règne. Vous trouverez également une économie quand il y a la paix, la production est florissante. À partir de la production, c'est que au finish va créer la richesse d'une nation. Et également le tissu économique, on voit ça également à partir de sources énergétiques, parce qu'il y a au niveau de la richesse potentielle qui est au sous-sol, qui doit normalement être relevé et puis être exploité. Tout ça, ça forme les tissus économiques. Mais il y a maintenant des contraintes qui font en sorte que le tissu économique, là, si le tissu économique est délabré, ça fait également handicaper l'économie. Voilà. Parlons des investisseurs, parlons d'écouler les marchandises. Nous voyons des entrepreneurs, entre autres le PME. Et sur le plan local, nous avons des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, des fois, qui se plaignent de nos banques commerciaux, les banques Evra, les banques commerciales plutôt Evra en République démocratique du Congo, qui leur donnent difficilement de crédit, alors que les expatriés peut-être en trouvent facilement. Et le commun des mortels se pose la question de savoir pourquoi ces banques commerciales ne soutiennent pas du tout les entrepreneurs locaux. Bon, monsieur Alain, cette question elle est très pertinente. Bon, pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Donc, il y a toute une litanie de raisons. D'abord, quand vous vous alignez du côté de banques commerciales, et regarde les garanties. Parce qu'une banque accorde des crédits, elle sait qu'elle prend l'épargne d'un individu qui a placé le fonds chez elle, et puis cette épargne-là va servir à quelqu'un qu'on appelle producteur ou investisseur comme capital. Alors pour qu'on vous donne ces crédits, vous devez être en mesure de rembourser cet argent. Alors les banques regardent cet aspect lié au risque. Alors nous sommes dans une économie de sous-emploi. Là je vais vous choquer. D'abord, si je vous demandez les raisons, je peux vous dire par exemple que cette économie, l'économie congolaise, c'est une économie de sous-emploi. De sous-emploi. Ça veut dire que l'économie de sous-emploi, nous sommes dans une économie où la production d'abord, parce que si on devait désagréger cet indicateur, cet agrégeur qu'on appelle production, vous trouverez en son sein, vous avez des productions locales, vous avez également ce qu'on appelle les importations. Les importations, ce sont des productions de pays, des autres pays, qui viennent compenser la production locale. Vous comprenez? Alors, ce qui veut dire que
dans une économie de sous-emploi, vous avez des salaires ou de revenus minables. Ce qui fait en sorte que quand l'investisseur produit sur le marché, s'il se retrouve, parce que normalement il y a égalité entre l'offre, la production et la demande. Normalement pour vendre, il doit normalement être en face de gens qui ont de revenus suffisants, on appelle le pouvoir d'achat, d'acheter les produits qui va lui permettre de réaliser le bénéfice et également le reste de payer en termes de mensualité son crédit. Donc le fait également que les gens qui sont dans les secteurs formels, les gens qui sont dans les secteurs informels, d'ailleurs, eux, ils vivent de la débrouillardise parce qu'ils vivent au jour le jour, et même les fonctionnaires de l'État, ils ont des salaires plus florissants, ce qui fait en sorte que cette histoire également bloque. Hein, si vous êtes en face d'un banquier responsable, il regarde tous ces paramètres, vous voulez produire quoi, il sait que le pouvoir d'achat des Congolais ne va pas permettre à ce qu'un produit tel puisse marcher, il ne vous accorde pas les crédits. Mais la troisième raison également, c'est la politique monétaire que poursuit la Banque centrale. La politique monétaire de taux directeur de la Banque centrale. Quand vous avez un taux directeur qui est élevé, les banques commerciales font quoi plutôt? Ils vont répercuter cette hausse de taux directeur dans leur taux d'intérêt. Ce qui fait en sorte que, comme les taux d'intérêt seront également exorbitants, ça bloque les crédits à la consommation et à l'investissement. Voilà pourquoi les crédits posent problème. Alors, qu'est-ce qui justifierait les taux exorbitants du taux directeur de la Banque centrale? Cela se justifie en quoi? Bon, il y a des raisons. Nous sommes dans un pays où nous avons connu des cycles, si je peux dire, des cycles infernaux de l'hyperinflation. Okay. La décennie 90 et la décennie 90 à l'an 2000, notre pays a avoisiné un taux moyen d'inflation qui est estimé à 230%. Oui. D'ailleurs, après le deuxième pillage, en 93, nous avons connu un taux d'inflation à 10 000%. À 10 000%, qui a amené d'ailleurs le pays à connaître une récession qui était estimée à moins 13%. Le taux de croissance était arrivé à moins 13%. Alors la cause, c'était quoi? C'était la baisse drastique de recettes publiques. On n'avait pas de recettes publiques. Quand vous n'avez pas de recettes publiques, pas moyen de financer l'économie, c'est-à-dire de payer même les fonctionnaires. Vous devez vous endetter dans le marché monétaire. Mais à cette époque-là, les recettes publiques... le régime de l'époque recourait à la planche à billets, ce qu'on appelle l'avance du trésor. On créait de l'argent, on imprimait de l'argent et on donnait les crédits au gouvernement. Alors cette histoire engendre ce qu'on appelle l'accroissement de la masse monétaire, et cette masse monétaire, si elle est arrivée à un taux exorbitant, ça crée de l'hyperinflation. Alors c'est sur base de ça que les monétaristes qui sont à la Banque centrale ont estimé, après la réforme de 1997, ont estimé que les dégâts que l'hyperinflation a connu dans notre pays, on ne pouvait pas relancer l'activité économique par la politique monétaire. C'est la raison peut-être que les taux directeurs est à la hausse. Alors, comment pallier à cette situation? Parce que apparemment c'est le petit peuple qui en pâtit, le taux directeur de la Banque centrale est élevé, répercuté sur le banc commercial, et le petit peuple, ces jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre, ils veulent avoir des crédits par-ci, par-là, mais apparemment ce sont eux qui payent le prix de ces banques commerciales. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à cette situation? Bon, je pourrais donner deux réponses. La première, c'est d'abord, est-ce que nous devons réfléchir par rapport à cette politique monétaire-là de la Banque centrale? Dans la réflexion, dans l'organisation de la politique économique, la réflexion économique a distribué le rôle. La politique monétaire, son rôle est de lutter contre l'inflation et également lutter contre les faillites à répétition. Et un dernier ressort, elle a le rôle de prêteur. Et la politique budgétaire
poursuit le rôle de baisser le chômage, donc c'est le gouvernement qui le fait. Mais le grand problème qui est là, c'est que quand nous connaissons la stabilité, parce que le taux directeur, on le fait augmenter tout simplement pour récupérer la masse monétaire qui était sortie. C'est la raison pour laquelle on fait augmenter la masse monétaire. Le taux directeur plutôt, pour récupérer la masse monétaire. Mais maintenant, quand il y a baisse de l'inflation, est-ce qu'il faut maintenir ces taux comme ça? Ça, c'est un débat qu'il faudrait normalement en discuter avec le monétariste. Est-ce que la Banque centrale doit continuer? Parce que c'est une réforme qui date de 1997. Nous voyons que la hausse du taux directeur bloque le crédit à la consommation et également de l'investissement. Mais également, la deuxième, c'est que l'arrivée des gouverneurs qui arrivent peut également les interpeller. Parce que nous ne pouvons pas laisser l'économie comme ça. Nous savons que l'économie, elle est dollarisée. La Banque centrale ne contrôle vraiment pas les dollars parce que les transactions se font en dollars. Mais il faut également regarder cet aspect de choses par rapport au taux directeur pour voir comment on peut agir. Nous savons qu'avec le passé douloureux, le passé que nous avons connu avec l'hyperinflation, mais il y a des moments où, quand vous voulez relancer, par exemple, l'activité économique en baissant le taux de chômage, où la politique budgétaire est inopérante. D'où on utilise la politique monétaire. Peut-être on peut également faire baisser les taux, directeurs quand l'activité économique est par exemple en accalmie, où il y a la maîtrise de l'inflation. On peut faire baisser. Quand on baisse les taux directeurs, les banques centrales vont également baisser leurs taux d'intérêt. Les banques commerciales vont baisser leurs taux d'intérêt et ça peut permettre aux investisseurs, même aux ménages, de solliciter des crédits et également de relancer l'activité parce qu'ils peuvent créer de l'emploi. Mais à ce jour, les banques commerciales sont prêtes à donner du crédit aux expatriés que aux Congolais. Qu'est-ce qui justifie cela? Certains se disent que les Congolais sont moins honnêtes et qu'ils ne remboursent pas à échéance leur crédit. Je peux leur donner raison ou on ne peut pas leur donner raison. Mais une fois, j'étais dans une banque commerciale, pour ne pas citer son nom, on m'a montré là où les entrepreneurs congolais viennent donner des gages pour essayer d'avoir un crédit. Il y a quelqu'un qui hypothèque un véhicule de 15 000, qui prend un crédit de 6 000, 7 000, 8 000 $, mais qui n'arrive même pas à rembourser. Si ces banques commerciales se décident de ne pas donner de crédit aux entrepreneurs congolais, ils sont fautifs? Bon, je dirais que déjà pour l'octroi des crédits, la banque a créé des conditionnalités. Il y a des critères pour obtenir le crédit et en même temps la réglementation oblige que avant qu'on vous accorde un crédit, vous devez normalement faire ce qu'on appelle un gage ou tu sais, c'est les crédits hypothécaires. Vous devez par exemple donner les certificats d'enregistrement ou les véhicules. Ça c'est en termes de garantie. Si vous ne remboursez pas, la banque récupère et puis ils vend votre bien pour récupérer son crédit. Oui. Mais également, je peux dire, il y a un autre aspect de choses. Les banques qui sont en RDC, ce sont des banques des expatriés. Effectivement. Ce sont des banques étrangères. C'est-à-dire que ce sont des banques qui ont, la majorité des capitaux qui sont dans ces banques-là ont été, comment dirais-je, accumulés, comme on dit, fournis par les épargnes. Je peux te donner un exemple. Une banque nigérienne qui est ici, qui vient s'installer en RDC, son capital est constitué de l'épargne des Nigériens. Vous comprenez? Alors, si un Nigérien qui est en RDC veut avoir un crédit dans cette banque-là, il aura facilement des crédits par rapport à un Congolais parce que il se retrouve comme il était chez lui. Donc, je peux dire que ce sont des raisons fondamentales. Si nous voulons, par exemple, soutenir les conditions ou comment les activités de Congolais, pourquoi pas créer également une banque d'investissement, une banque agricole et une banque de développement congolaise qui pourrait également faire en sorte que
tous les Congolais qui sont dans le secteur de pêche, élevage, qui sont dans le secteur de l'agriculture, puissent se sentir puissent voir leur activité également soutenue et évoluer. À une certaine période, lors d'un conseil de ministres, la date m'échappe, mais le gouvernement congolais avait décidé de vouloir lancer le projet de la création d'une banque de développement. Et jusqu'à ce jour, on continue à patauger, nous continuons à attendre des dons venant du FMI, de la BAD. Et quand ça vient, ces grands projets sont exécutés par le gouvernement lui-même, alors qu'il y a des entrepreneurs congolais qui tentent aussi de bénéficier de ces crédits. Nous avons le Fonds pour la promotion de l'industrie, qui à ce jour, les Congolais qui bénéficient de moyens dans cette structure étatique, vous devez avoir des ramifications avec ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que vous pensez que cette logique-là peut aussi sortir la République démocratique du Congo de ce gouffre-là, parce que il y a des entrepreneurs qui s'avèrent être sérieux, mais peut-être qui manquent de ces moyens pour essayer d'exceller dans tel ou tel autre domaine? Non, d'abord, comment dirais-je, l'initiative de la création d'une banque de développement, moi je l'ai appris quand la première ministre, Maman Judith Soumignon, est passée au Parlement pour présenter son programme d'action du gouvernement. Elle avait déjà à l'époque lancé l'idée d'une création, de la création d'une banque. À l'époque, c'était, je pense qu'il avait dit si c'est une banque d'investissement ou une banque d'investissement agricole, une banque de développement. Au fait, M. Alain, le grand problème, c'est que cette banque, il faut tout simplement que nous arrivions à être sérieux. Vous avez évoqué l'histoire d'FPI. L'FPI a été créé pour... c'est un fonds que l'État met, un fonds pour financer les industries. Fonds de la promotion de l'industrie. Bon, si on arrivait à créer une banque de développement, parce que selon la loi elle-même donne à l'État toutes les prérogatives de créer les services publics quand le besoin se présente. Et il a également la mobilité de les supprimer quand le besoin pour lesquels ces structures ont été créées ont été atteints. Alors, comme vous dites, la banque peut exister. Moi, je soutiens cette idée. On peut créer en même temps la banque de développement et le fonds de la promotion de l'industrie peut être là pour poursuivre son objectif. Mais il ne faut pas accorder aux gens qui présentent par exemple des projets qui ne sont pas ambitieux ou partager ces fonds publics. Parce que quand vous partagez des fonds publics, il y a des conséquences désastreuses sur le fonctionnement même de l'économie. Voilà ce que je peux répondre par rapport à la question de la création de la banque de développement et les FPI. Alors, à ce jour, que faire pour augmenter la production en République démocratique du Congo? Parce que vous avez dit, c'est que la République démocratique du Congo produit en grande quantité ou en grande partie, nous ne la consommons pas. Nous consommons les produits manufacturés venant d'ailleurs et qui viennent peut-être pas liés à l'économie congolaise. Nous savons tous, quand vous importez, il y a des frais qui viennent après. Un produit de 100 francs peut coûter 150, 180 francs parce que le vendeur se dit aussi qu'il doit faire des bénéfices. Alors, que faire en interne pour augmenter la production en République démocratique du Congo? Parce que nous avons vu avec vous récemment que nos frères dit au Katanga, pour manger le maïs, ils devaient recourir en Tanzanie, alors en Zambie plutôt, alors que nous avons des terres arables où on peut produire en quantité, en grande quantité et revendre. Mais à ce jour, rien n'est fait. Qu'est-ce que nous devons faire pour accroître cette production en République démocratique du Congo? Merci, cher Alain. Cette question elle est très, très pertinente. D'abord, pour vous compléter, je dirais que le fait pour l'économie congolaise de ne pas... On ne cherche jamais à changer ce paradigme.
l'économie congolaise, quand vous l'analysez depuis 1900, depuis le colon, c'est une économie qui est extravertie, c'est une économie qui a été créée pour servir la métropole. Donc tout ce qu'on produisait depuis déjà l'époque de Flamands, et même quand on a eu l'indépendance, c'était pour servir le métropole. C'est la raison pour laquelle on dit notre économie elle est extravertie. Alors que faire? D'abord, le fait que nous importons beaucoup de l'étranger, cette histoire surchauffe notre taux de change. Pourquoi? Parce que les importateurs qui sont ici, qui importent le produit, ils le font, ils cherchent les devises pour le faire. Donc ils vont recourir à la banque centrale pour acheter des devises. Ou soit, si la banque centrale également n'a pas les devises, et même peuvent... Alors, quand ils cherchent ces devises sur le marché d'échange, ils font surchauffer les taux de change. Alors, que faire? Que faire? Nous devons apprendre, nous devons réfléchir, changer de paradigme. La production minière, oui, mais nous avons de ressources naturelles, mais la surexploitation de ressources naturelles, nous devons savoir ou penser qu'un jour, cette surexploitation de ressources naturelles peut épuiser un jour, dans 100 ans ou 200, les minéraux là peuvent également s'épuiser, parce que ce sont des ressources naturelles. Est-ce que vous savez ça, M. Alain? Si aujourd'hui les Occidentaux pensent aujourd'hui à développer des véhicules électriques, d'abandonner le carburant, parce qu'ils savent qu'un jour, le pétrole peut s'épuiser. Nous, on ne peut pas rester comme ça. Nous avons des intellectuels, nous avons des grands économistes. Comment on peut laisser la structure de l'économie depuis que nous avons eu l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, 65 ans après l'indépendance, sans réfléchir après l'épuisement de ressources naturelles? Donc notre économie est toujours calquée sur le marché de cours de matières premières. Vous voyez? La question, par exemple, vous n'avez pas encore, parce que je vais revenir, de l'endettement. On s'endette, oui. On nous dit le taux est encore bon, on peut s'endetter. Mais avec quelles répercussions sur moi? On s'endette parce que le cours de matières premières évolue très bien, convenablement. Mais le jour où le cours de matières premières vont s'effondrer, quelles seraient les recettes qui vont nous permettre de rembourser la dette? Donc, nous devons réfléchir sur la structure ou les déterminants de l'économie congolaise. C'est tout simplement le secteur agricole. On a beau dire, mais le secteur agricole, vous prenez la pêche, vous prenez le terre arabe, comme vous venez de le dire là, sur le 80 millions, c'est seulement 1% de terre arabe qui est exploité en RDC. C'est regrettable. À 65 ans après l'indépendance, on n'arrive pas à cultiver les maïs, on n'arrive pas à avoir des projets pour produire autant de maïs, mais ce sont des histoires, c'est vraiment aberrant. Donc nous devons réfléchir, avoir un plan. Un plan peut durer même 100 ans, on peut réfléchir pendant 100 ans. Quand vous parlez de réfléchir, un plan qui peut durer même 100 ans, donc il faille commencer aujourd'hui. Est-ce que les dirigeants voient la République dans cette façon dont vous voyez la RDC 100 ans, 20 ans, 30 ans après? Mais ils ont l'apanage de voir ça comme ça, cher Alain, parce que c'est l'État qui les paye. Ils sont rémunérés pour réfléchir par rapport à l'avenir des Congolais, à l'avenir de nos petits-enfants qui viendront. Ça, c'est leur apanage. Ils sont élus pour ça. Ils ne peuvent pas être là et comment dirais-je, ils sont en train de ne rien faire. Parce que depuis le régime de 1900, depuis Kasavubu, nous avons connu Mobutu, nous avons connu tous ces régimes, on n'arrive pas à renverser la tendance du colonialisme, du colon. Nous devons arriver à renverser cette tendance, de soutenir la production locale. Vous partez au marché, par exemple, de Rompongaba, au marché de Matadi Kibala, ou bien au marché de Liberté, vous voyez les mamans qui vendent, par exemple, le foufou, comment on appelle ça, le banane. Cette banane qu'on vend à Matadi Kibala, c'est une famille, par exemple, qui est à Mayombe, une famille qui était allée, par exemple, au champ pour planter. Et une fois planté, il doit ramener, par exemple, les gens qui vont vendre au rond-point viennent à Bouma pour l'acheter. Tout ça, c'est fait que il faut que nous allons augmenter cette
cette production, nous allons enrichir cette famille, la personne qui a servi d'intermédiaire pour l'amener au marché, et également la personne qui vend, elle sera en mesure de payer convenablement la taxe, quand nous serons en mesure de formaliser également les secteurs informels. Parce que le secteur informel est là, c'est comme si les dirigeants ne font rien. Les gens qui ont des garages ici, ils font des revenus. Vous pouvez aller avec votre véhicule, vous faites l'entretien, vous payez 20 $. S'il a 5 clients, il a combien? Il a 100 $ de revenus et il paye combien chez l'État? Il faut formaliser tout ces. Donc, ça demande une organisation. Alors, notre économie, ce qui est dommage, elle est faite également de beaucoup de troubles de politico-économiques qui est même institutionnalisé et même organisé. À ce jour, nous changeons $1 américain à 2800 francs. Depuis que la première ministre Judith Suminwa Tuluka est là, on parle d'instabilité, mais une stabilité avec 2800 francs le $1, alors que Kabila, quand il partait, le dollar était à 16 ou 19, si je ne me trompe. Est-ce que nous devons parler d'une stabilité ou parce que d'aucuns se disent, quand vous avez le franc congolais, qu'il faut trouver le dollar, c'est à 29 500. Mais du côté de ceux qui sont proches du pouvoir ou du gouvernement, on dit qu'il y a une stabilité économique, une stabilité de la devise américaine. Vous, en tant qu'économiste, est-ce que nous pouvons parler d'une stabilité du taux de change? Oui, je réponds par affirmatif. Déjà, c'est qu'il faut faire une analyse comparative, de comparer la période du président Kabila avec la période du président Tshisekedi. Vous allez vous rendre compte que quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, déjà en 2020, il a connu comment on appelle ça, l'épidémie de Covid. L'épidémie de Covid a ralenti les activités de la production au niveau mondial. Et également, après cela, il y a eu le problème de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Toutes ces histoires-là ont fait que l'inflation, parce que le fait également que nous importons beaucoup de la production, surtout le vivre ici, quand vous importez un produit qui était à 1000 francs congolais, au niveau, qui était à 1 €, disons par exemple, en France, et qu'après un bout de temps, ou par exemple pour des raisons de guerre, cette denrée a pris de l'essentiel qui arrive à 3 €. Alors, ce qui fait que quand le revendeur viendra avec en RDC, il va également répercuter cette hausse au niveau de prix de revient. Ce qui fait que l'inflation, beaucoup d'inflations que nous avons également ici sont des inflations liées aux importations. Donc le président Tshisekedi, je peux dire, avec l'arrivée de la première ministre Suminwa, elle a arrivé quand même à baisser sensiblement ce qu'on appelle les dépenses d'urgence. Ce sont ces dépenses-là qui accroissaient la masse monétaire sur le marché. Alors le gouvernement qui était là bien avant, avec le ministre des Finances de l'époque, en tout cas ils avaient beaucoup financé l'économie, beaucoup payé les dépenses en urgence, ce qui avait également fait surchauffer le taux de change. Mais quand elle est arrivée, elle a quand même appliqué cette politique de resserrement, de baisse drastique de dépenses d'urgence, ce qui a fait que même avec le ministre de Dofamba, cette politique-là a amené quand même la stabilité. Ça, il faut être franc pour dire que si on avait continué avec l'allure que nous avions à cette époque, mais aujourd'hui déjà on allait arriver même à 3500, même pourquoi pas à 4000. Voilà, nous évoluons. Vous parlez de la politique monétaire de la République démocratique du Congo, mais quelle politique monétaire et budgétaire peut-on mettre en œuvre pour asseoir l'économie congolaise? Bon, les politiques sont là. Je ne pense pas qu'on va inventer la roue, mais je pense simplement que il faut d'abord qu'il y ait du sérieux. Parce que dans notre pays, nous avons connu des plans, en tout cas je peux appeler ça même
de plans sérieux et qui ont, en lisant ces plans, vous allez vous rendre compte que c'était des plans formidables. D'abord, le plan Mobutu. Le plan Mobutu était un très bon plan. Mais les grands problèmes avec tout ce plan, même les 5 chantiers ici, les politiciens conçoivent des plans, mais sur le plan de l'applicabilité, ils ne s'appliquent pas. C'est ça les grands problèmes avec... Donc, les politiques monétaires sont là. Les politiques budgétaires sont là, où on vous demande tout simplement de baisser les dépenses d'urgence. Les dépenses d'urgence, c'est quelles dépenses? Quand on parle, par exemple, au Sénégal, je suivis dernièrement leur budget, on vous dit par exemple que non, on appelle dépenses d'investissement de l'enseignement. Pour eux, ce n'est pas une dépense publique tout simplement, c'est un investissement. Envoyez votre enfant à l'école, vous êtes en train d'investir chez l'enfant. Ce qui ferme ce qui au finish forme ce qu'on appelle les capitales humains capables de répondre aux défis de demain. Donc, les dépenses d'urgence sont des frais d'émission. Vous avez des agents publics qui font et qui vont dans des missions. On n'a pas interdit qu'il y ait des missions, mais ils vont là-bas, ils ne participent même pas aussi dans ces genres de missions. Alors, là, moi je pense qu'il faut appliquer une politique d'austérité concernant cette histoire de dépenses d'urgence, parce que ce sont des dépenses qui enrichissent les politiciens, ce sont des dépenses qui freinent la croissance et les efforts du gouvernement. Monsieur Ruben Moufaoune, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission, mais il y a une ou deux questions qui sont restées. C'est celle de savoir quel peut être l'apport du nouveau gouverneur de la Banque centrale, monsieur André Ouamessou. Nous avons tous peut-être décrié le fonctionnement de la Banque centrale. Tout ça aussi va reposer sur lui. Il y a eu des gouverneurs qui sont passés avec toutes ces failles que nous avons pu déceler ici. Et la Banque centrale a une nouvelle figure, un nouveau visage, une nouvelle énergie. À quoi devons-nous nous attendre à cette nouvelle personne qui a été promue à la Banque centrale? Bon, l'honnêteté scientifique m'oblige déjà à ne pas répondre hâtivement, parce que normalement, pour répondre à cette question, nous devons quand même écouter ou attendre ce que le nouveau gouverneur de la Banque centrale a comme pensée ou son état des lieux. Son état des lieux, par exemple, sa critique au niveau de l'Institut de mission, c'est à ce moment-là que nous pouvons également agir. Mais si on peut proposer déjà, parce que vous savez, le nouveau, comme vous avez dit, la nouvelle figure qui arrive à l'Institut de mission, il était Dirkaba, du chef de l'État, pour des questions économiques et financières. Alors quand il arrive là, je suis sûr que le président l'a mis également là-bas pour des raisons de l'efficacité. Parce que, selon les derniers rapports, il semblerait que les dépenses d'urgence ont commencé encore à bondir. Tout ça, ça nécessite également qu'il y ait une personne d'une forte personnalité pour dire niet. Parce que le grand problème, c'est que l'indépendance de la Banque centrale n'est pas encore respectée jusqu'à aujourd'hui. Moi, lui, j'espère, comme il vient dire Kaba, il était un proche collaborateur du chef de l'État, le chef l'a placé là-bas pour peut-être lui donner des instructions par rapport à l'intégrité et la transparence des opérations bancaires. Nous pouvons par exemple espérer, mais pour critiquer ou donner un point de vue, c'est par rapport à son état de lieu qu'il va faire de l'Institut de mission, et nous allons maintenant comprendre qu'est-ce qu'il pense de la politique de taux de change, qu'est-ce qu'il pense de la politique de change. C'est à ce moment-là que nous pouvons émettre des opinions. Voilà, un dernier mot avant qu'on puisse se séparer pour cette émission. Je sais que l'économie en RDC, on en parlera toujours, mais les téléspectateurs qui vous ont suivi, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre passage à ces numéros? Non, mais je dirais d'abord merci. Je suis honoré quand vous m'invitez. Pour répondre, je dirais que notre économie a des sérieux problèmes. Alors, nous devons y réfléchir.
nous devons vraiment y réfléchir parce que si nous laissons l'économie comme ça, parce que le grand point avec l'économie, c'est il faut savoir anticiper les choses. Oui, aujourd'hui, comme je venais de le dire, nous recourons toujours à la politique, comment dirais-je, à la production minière, mais pensez également, sachez qu'un jour, la surproduction, la surexploitation de ressources naturelles peut également épuiser. Je n'en disconviens pas, nous sommes des réserves, une réserve de 80 ou comme on dit de 80% de cobalt au monde, mais ça peut épuiser. Dans 200 ans, même dans 300 ans, nous devons déjà commencer à réfléchir. C'est un mouvement des idées, de gens qui amènent ou qui réfléchissent en termes de lumière, qui peuvent déjà comprendre et envisager les choses. Sur le plan de la production locale, ce que nous avons suggéré, c'est en tout cas la banque de développement sera la bienvenue. Ça va permettre également aux investisseurs locaux de pouvoir bénéficier facilement de crédits. Mais les crédits, c'est là, il ne faudrait pas dire que comme c'est une banque congolaise, que tout le monde, surtout les politiciens, ne doivent pas aller là-bas sans projet, de projet sans rentabilité et bénéficier des crédits. Voilà en termes clairs ce que je peux dire. Et voilà, monsieur Alain. Voilà, merci beaucoup. C'est par ce mot de notre invité que nous mettons un point final à cette émission consacrée purement à l'économie de la République démocratique du Congo, 65 ans après l'indépendance. Est-ce la RDC, l'économie congolaise a progressé, a régressé ou a stagné? Un économiste chevronné nous a dit que l'économie de la RDC a régressé. Vous qui avez des avis contraires par rapport à notre invité, n'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler et vous serez toujours le bienvenu pour émettre un point de vue contraire, soit appuyer ce que notre invité a dit. On se retrouve prochainement avec un autre invité. Au revoir.